Les transgenres, c'est du vu et revu. On en a eu chez les Indiens d'Amérique, en Inde, au Japon et même dans les Balkans au beau milieu du XVe siècle. Bref, contrairement à ce que certains voudraient faire croire, le phénomène n'a rien de nouveau, et au contraire, c'est tout à fait banal dans l'histoire de l'humanité. En revanche, ce qui l'est moins, c'est son arrivée dans le sport compétitif, et là, ça pose quelques problèmes. Bon, après je dis pas, c'est très bien d'être ouvert, inclusif et tout, sauf que quand t'es une fille cisgenre, que tu t'entraînes très dur depuis l'enfance pour performer et qu'une fois en compète, tu te fais démonter par Robert, c'est un peu normal d'avoir les boules. Surtout quand t'apprends que Robert, elle a toujours les siennes. Hey tout le monde, et bienvenue sur la première vidéo YouTube qui sera à la fois taxée de féminisme et de transphobie. Enfin, uniquement par une certaine catégorie de personnes. Je suis pauvre d'esprit, moi. Vous l'aurez compris, on va aujourd'hui discuter d'un sujet qui je trouve est trop souvent mis de côté alors qu'il n'est pas sans poser un certain nombre de difficultés, à savoir la place des personnes transgenres dans le sport compétitif. Ce que je vous propose, c'est d'abord de voir en quoi il y a un problème, d'illustrer avec quelques exemples, et enfin d'essayer de trouver une solution qui arrangerait tout le monde. Je sais, ce dernier point est un petit peu utopique, mais comme dirait Aragorn, il y a toujours de l'espoir. Le sommaire étant posé, nous pouvons partir pour les origines du mal. Aux sources du problème, le dimorphisme sexuel. Pour bien comprendre, reprenons depuis le début. Normalement, je ne vous apprends rien, mais l'homme et la femme naissent avec des chromosomes sexuels différents, lesquels auront pour conséquence un phénomène facilement observable à l'œil nu, le dimorphisme sexuel. C'est grâce ou à cause de ça que les hommes sont plus grands, sont plus musclés, que les femmes ont de la poitrine, sont plus souples, etc., etc., etc. Ces différences sexuelles, qui sont donc génétiques, deviennent particulièrement marquées à l'approche de la puberté, et une fois la croissance terminée, il y a malheureusement des choses sur lesquelles on ne pourra plus revenir. Par exemple, si un mec de 25 ans décide un beau matin de devenir une madame, ça pourrait être la fille la plus canon du monde, elle conservera quand même un squelette plus imposant, plus solide et plus grand que la grande majorité des femmes, avec en bonus des capacités pulmonaires supérieures, un cœur plus performant, 3 fois plus de testo après traitement, on y reviendra, et donc des muscles plus puissants. Cela dit, c'est vrai que sur la durée et avec le traitement adapté, certaines de ces caractéristiques vont effectivement évoluer pour se rapprocher de celles d'une femme cisgenre. Seulement, il y a un petit problème. En l'état actuel des choses, la recherche semble indiquer qu'il faudrait pas moins de 15 ans pour parvenir à un tel résultat. 15 ans, je sais pas pour vous, mais ça fait un peu long, ça laisse largement le temps d'avoir une belle carrière sportive, et de dégoûter au passage toute une génération d'athlètes cisgenres dans le plus grand des calmes. Mais comme je sais que certaines personnes ne manqueront pas de m'accuser de manquer de légitimité scientifique, voyons voir ce qu'en pense la professeure de physiologie Alison Heather. Cette dernière a notamment travaillé sur le sujet des compétiteurs transsexuels de haut niveau dans le sport féminin et a soulevé le cas de l'haltérophile Laurel Hubbard, qui est devenue une femme à l'âge de 34 ans, après avoir déjà établi différents records dans la catégorie des hommes. Sans grande surprise, il s'avère qu'après avoir été exposée à de forts taux de testostérone depuis l'adolescence, cette madame aura eu plus de 2 décennies pour construire un nombre très important de myocytes. Avec sa transition hormonale, elle aura perdu du muscle, jusque-là tout va bien, sauf qu'il existe un phénomène bien particulier qui n'a en rien été altéré par le changement de sexe, la mémoire musculaire. En effet, toutes les cellules satellites qu'aura construites Laurel Hubbard du temps où elle était un homme resteront là à vie, alors qu'elle n'aurait jamais vu le jour chez une femme cisgenre. C'est un peu le même problème quand quelqu'un se dope pendant plusieurs années, décide un jour d'arrêter, et proclame ensuite à tout le monde qu'il est 100% naturel. Et alors la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Mais bien sûr. Et puisqu'on parle d'hormones, n'oublions pas que les médecins ne sont pas diplômés de Poudlard, ce qui fait que les traitements actuels ne sont pas encore en mesure de réduire les taux de testostérone à un niveau qu'on pourrait qualifier de physiologique chez une cisgenre. Histoire que vous ayez un ordre d'idée, celui d'une femme moyenne est d'environ 2,8 nanomol par litre, les plus doués montant parfois jusqu'à 5, tandis que l'homme lambda arrive sans trop de problèmes aux environs de 25. De leur côté, et malgré le traitement, beaucoup de femmes transsexuelles ont du mal à descendre sous les 9 nanomoles, ce qui est certes 3 fois inférieur à la moyenne masculine, mais également 3 fois supérieur à celle féminine. On est donc dans un entre-deux assez problématique et je vous passe rapidement la gestion catastrophique du problème par les grandes instances sportives qui un jour seront souples comme Jean-Claude Van Damme et rigides comme des bûches le lendemain. Je ne vous cache pas que c'est très chiant et très compliqué à suivre, mais pour info, la tendance récente c'était plutôt l'inclusivité, surtout avec le CIO, et ce jusqu'à ce que l'IAAF change radicalement de cap. Ils se sont peut-être rendus compte que mélanger des femmes cisgenres avec des femmes aux capacités physiques de semi-hommes c'était pas toujours équitable. Un déséquilibre aussi débile que tabou. Pour illustrer tout ce que je vous raconte, commençons doucement avec l'exemple de Fallon Fox, combattante de MMA née homme et devenue une femme à l'âge de 31 ans. Pour le coup, elle a tout bien fait, hormones, opérations et tout le tintouin.
Du coup, où est le problème? Eh ben le problème, c'est qu'elle a attendu 31 ans. Ok, son histoire personnelle fait qu'elle n'y peut rien, n'empêche, comme l'explique le président de l'UFC Dana White, ça pose quelques soucis d'équité. Je le cite, sa structure osseuse est plus grande, ses mains sont plus grosses, sa mâchoire est plus imposante, tout est plus gros, et je ne pense pas que quelqu'un qui était un homme et devienne une femme doive être autorisé à combattre une femme. Vous l'aurez peut-être deviné, mon avis est un peu plus nuancé que le sien, puisqu'à mon sens, quelqu'un qui opère sa transition très jeune ne développera pas autant de caractéristiques masculines, et sera donc plus légitime à affronter des cisgenres. D'ailleurs, Ronda Rousey est plus ou moins du même avis que moi, puisqu'elle expliqua dans une interview qu'une fois la puberté passée, certaines choses ne peuvent plus changer. Sous-entendu, si c'est fait avant, ça passe. Je tiens quand même à souligner qu'on parle de la seule femme à être au Hall of Fame de l'UFC, donc on ne peut pas tellement l'accuser de méconnaître son sport. Cela dit, il faut rendre à César ce qui est à César, et Fallon Fox aura eu le mérite de faire tout ce qu'il fallait pour devenir une femme. Donc, même si je trouve à redire sur le fair play de la situation, je comprends absolument qu'elle veuille continuer à faire du sport de haut niveau, et à sa place, j'aurais sans doute fait pareil. Je vous propose maintenant de monter d'un cran dans l'échelle du what the fuck avec le 30 mai 2017, date à laquelle l'Amérique aura connu une compétition sportive un brin particulière. En effet, au terme des championnats lycéens du Connecticut, Andrea Yearwood remportera les courses féminines du 100 et du 200 mètres. A première vue, tout va bien, sauf qu'à la date de l'épreuve, cette demoiselle de 15 ans était physiologiquement un garçon à 100%. Aucune opération, aucun traitement hormonal, juste la sensation d'être une nana, ce qui fera dire à certains blogueurs américains qu'on avait assisté à la victoire héroïque d'un lycéen moustachu contre des filles. La coureuse qui est arrivée deuxième, Kate Hall, déclara juste qu'elle était frustrée tout en admettant ne pas pouvoir donner le fond de sa pensée sans avoir de problème. Sérieusement, la nana se fait voler sa victoire, littéralement par un mec, et le seul droit qu'on lui donne, c'est de fermer sa bouche. Eh ben, on n'arrête pas le progrès. Voilà. Si je devais parler à sa place, je dirais simplement que ma concurrente était un poil trop couillue, et que la moindre des choses avant de participer, ça aurait été de faire les démarches pour un traitement hormonal. D'un autre côté, si ça marche comme ça, je serais vraiment con de pas en profiter. Vous savez quoi? Demain, je vais aller voir mon psy et je vais lui expliquer que je me sens femme, comme ça je deviendrai championne de France de powerlifting. Attendez 2 secondes. Yep. Ah merde! Ouais, bah écoute, je te remercie d'avoir appelé, gros. Ouais, toi aussi. Salut. On vient de m'apprendre que l'idée est déjà prise, puisque c'est plus ou moins ce qu'a fait le rappeur anglais Zuby. Et ouais, à force d'entendre partout que les différences hommes-femmes sont négligeables en sport et qu'il n'y a rien de mal à avoir des femmes transgenres non opérées et non traitées affronter des cisgenres, il a simplement décidé de s'identifier comme une madame le temps de démonter quelques records de force, puis il est redevenu un homme dans la foulée. Niveau performance, on est quand même sur du troll de très haut niveau. Interviewé par le Times Magazine, le rappeur expliquera que malgré une volonté d'abord humoristique, sa performance a démontré tout le sophisme des arguments opposés. Preuve que certaines personnes ont toujours un cerveau, il précisera que 98% des réactions à sa vidéo étaient positives et que la plupart de ses followers trans étaient d'accord avec lui sur la débilité d'un accès trop simple à la compète féminine. Ce qui est plutôt cocasse, c'est que cette vidéo intervient quelques semaines à peine après le lynchage de Martina Navratilova, deuxième championne de tennis la plus titrée de l'histoire et ancienne emblème LGBT, pour une chronique dans laquelle elle estimait qu'on ne pouvait pas simplement se déclarer femme et concourir comme telle. Pour avoir osé proférer de telles paroles, cette ignoble oppresseuse se sera faite détruire comme il faut par la bien-pensance d'internet, et elle finira par présenter ses excuses en public, quelques jours avant que Zuby prouve qu'elle n'avait peut-être pas tort. Bref, certaines personnes sont dans le déni total, et la plupart sont des SJW cisgenres qui n'ont jamais fait de sport en dehors des Sims. Ils ne savent même pas de quoi ils parlent, mais comme ceux d'en face ne partagent pas le même avis que l'article qu'ils ont lu la veille sur Facebook, ils se donnent le droit d'être des gros cons condescendants et agressifs, sachant que bien souvent ils font plus de tort qu'autre chose aux communautés soi-disant défendues. Avec comme fer de lance de lutter pour la tolérance et l'ouverture d'esprit, tout en étant intolérant au possible et complètement fermé d'esprit. N'empêche, on est en droit de se demander combien de temps leur pseudo-censure va fonctionner, puisque la grogne monte et que ça commence à en parler partout. Pour preuve, on est pile dans l'actu, puisqu'il s'avère que le 27 avril dernier, la powerlifteuse transgenre Marie Grégory a battu tous les records féminins de sa caté. Couché, squat, deadlift, la totale. Elle était contente, normale, et elle a fait ce que tout le monde aurait fait, elle en a parlé sur les réseaux. Ce qu'elle imaginait pas, c'est que ça allait provoquer pas mal de réactions, au point qu'on lui retirerait ses titres quelques jours plus tard. L'ancienne nageuse olympique Sharon Davis tweetera son désarroi en insistant bien sur le côté déséquilibré et injuste de la compétition, tandis que Kelly Holmes, double médaillée d'or au JO de 2004, parlera pour sa part de blague et invitera au boycott pur et simple des compétitions. Notons qu'au lieu de se plaindre bêtement, cette dernière aura eu l'intelligence de proposer des solutions, et là, croyez-moi, c'est pas une mince affaire. Des solutions hypothétiques pour un problème bien réel.
La première idée quand on parle de compromis à ce sujet, c'est de rechercher à partir de quand une personne transgenre peut participer à une compétition féminine sans que ce soit déloyal, en fonction de différents critères, qu'ils soient chirurgicaux, hormonaux ou autres. C'est plus ou moins ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, et comme vous vous en êtes rendu compte, ça ne marche pas, sinon au lieu de faire cette vidéo, j'aurais fait un vlog sur la préparation de mon goûter et ça aurait été 3 fois plus utile. Une alternative qui cette fois est mise en avant par certains regroupements d'athlètes féminins, c'est de transformer la catégorie des hommes en une catégorie open. En gros, qu'on s'identifie comme un homme, comme une femme, comme non-binaire, comme un écureuil ou comme un char d'assaut, on pourrait y participer sans aucune restriction. Dans le fond, l'idée a quelque chose de cohérent, seulement en pratique ce serait extrêmement étrange, en plus d'être déloyal pour les femmes trans qui seraient désavantagées par rapport aux hommes. D'autant qu'elles seraient séparées des femmes pour être parquées avec des mecs, ce qui pour le coup est effectivement transophobe. On peut oublier. A la place, je pensais à autre chose, et c'est d'ailleurs ce que propose Kelly Holmes dans son tweet, pourquoi ne pas créer une catégorie spéciale pour les trans? C'est peut-être pas parfait, puisque d'un côté les athlètes trans seraient séparés des cisgenres, mais d'un autre côté, si on cherche l'égalité et l'acceptation, il ne faut pas l'enlever aux autres. Jean-Paul Sartre a dit « Ma liberté s'arrête là où commence celle d'autrui ». Cette maxime s'applique à tous, car peu importe notre genre, on est au-dessus de personne. Si vous avez de meilleures idées pour trouver un bon compromis, n'hésitez pas à en discuter dans les commentaires, tout ce que je vous demande c'est de ne pas transformer le tout en un immense champ de bataille, et par ailleurs, si jamais il y a des transsexuels parmi mes followers, ça m'intéresse énormément de savoir ce que vous pensez de tout ça. Cela dit, avant de vous laisser, j'aimerais prendre quelques instants pour discuter avec vous de l'autre moitié des sportifs transgenres, à savoir les hommes transsexuels. En ce qui les concerne, tout ce qui a été dit pendant cette vidéo doit être inversé. Ils ont connu une puberté de filles, ils ont donc un retard physiologique important sur les cisgenres, et ils sont désavantagés en compète. C'est pas équitable du tout, mais soyons lucides, comme ça ne dérange pas les cis, ça passe inaperçu et tout le monde s'en fout. Ces gens-là ont un mérite de malade puisqu'ils persévèrent dans la compétition tout en sachant qu'ils n'ont aucune chance de rivaliser avec l'élite à talent égal. En fait, c'est un peu les Krillin du sport professionnel. Ils brillent pas souvent, ils pèsent pas grand-chose par rapport à Goku et à Vegeta, n'empêche ils sont toujours présents et rien que pour ça, c'est peut-être les plus courageux du game. Un énorme GG les mecs. On peut dire que des coronesses, vous en avez. Si vous êtes toujours là à m'écouter, je pense que cette vidéo vous a plu, sinon c'est que vous devez royalement vous faire chier. Dans les deux cas, je vous invite à la partager et à laisser un pouce bleu, que ce soit par envie ou tout simplement parce que vous avez rien d'autre à faire, sachez que de mon côté ça m'aide énormément. De même, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre la cloche, sachant qu'il y a du gros contenu qui se prépare, et sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, un bon entraînement, et je vous fais plein de bisous. Salut tout le monde!